Mais l'idée, c'est vraiment d'offrir le meilleur canal d'information. Et donc, pour répondre à ta question, comment on voit Fraîcheur dans les années qui viennent, devenir vraiment dans le monde le premier canal d'information pour les jeunes, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger, avec du contenu qui s'adapte à chacun, que ce soit sur le format ou sur la typologie des articles qui sont traités. Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Pibouré, consultant en social media. Et Julien Bréal, formateur et consultant en acquisition de clients sur Internet. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expertise. Cette semaine, nous partons à la rencontre de Romain Torres, cofondateur du chatbot Fraîcheur, qui vous propose chaque jour l'essentiel de l'actualité qui vous intéresse dans Facebook Messenger. On va parler bien sûr des chatbots, on va parler de comment on fait pour acquérir des utilisateurs et aussi comment s'intéresser à eux en essayant de comprendre un maximum leurs attentes. On parle aussi d'une notion très importante pour Romain qui est le fait de devenir un explorateur dans sa vie pour progresser au quotidien. Si le podcast Interaction vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sur iTunes, c'est ça qui nous permet de toucher plus de monde et d'aider un maximum de personnes. Bonne écoute. Bon, on va commencer. Romain, déjà je te remercie de m'accueillir ici dans les locaux de Fraîcheur. On est, c'est ça, au niveau du groupe M6 ? Tout à fait, ouais, on vient d'être accéléré par M6. Alors toi je t'ai rencontré lors d'un meet-up la semaine dernière et je suis intéressé du coup à toi parce que on va parler un petit peu des chatbots sur ce que tu proposes notamment sur Fraîcheur. Avant un petit peu de parler de ça, j'aimerais que tu puisses un peu m'expliquer ton parcours et comment tu es devenu, comment vous avez créé, du coup vous êtes 3, c'est ça je crois sur Fraîcheur, tu nous diras exactement comment ça s'est passé. Du coup que tu expliques un peu aux auditeurs comment tu as créé ce système de chatbot notamment sur Fraîcheur. Ouais, avec plaisir Julien. Donc, au tout départ de Fraîcheur, en fait, il y a une équipe de 3 amis qui voulions résoudre des problèmes. Et très vite, on a commencé à créer des petits trucs qui n'ont pas forcément bien marché. On a créé un assistant qui répondait à toutes les questions des utilisateurs, puis ensuite un assistant qui permettait de faire des missions de prestations type ménage. Et petit à petit, ça a évolué. Et on avait un segment qui était en train d'exploser tous les autres en termes de chiffres. Et ce segment-là, c'était l'actualité. Donc au départ, à ce moment-là, on était 3 personnes. Il y avait Julien, Dylan et moi. Et très vite, donc au moment où on a lancé Fraîcheur, qui était un petit peu le pivot de cette précédente boîte où on répondait à tout type de problèmes, il y a Juan, notre CTO, qui s'est joint à nous pour nous accompagner en fait, sur toute la partie technique du chatbot. D'accord. Et donc aujourd'hui, ce chatbot, c'est quelque chose que du coup vous avez créé depuis combien de temps ? On a lancé Fraîcheur il y a 8 mois. Donc Fraîcheur, vraiment, notre ambition et notre vision, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont un peu changé leur façon de consommer l'information. Aujourd'hui, un 20-35 ans, comment il consomme l'info, c'est qu'il va scroller son fil d'actu Facebook, et entre 2 photos de chat, il va voir passer un article dans des médias traditionnels. 2 fois sur 3, il va pas cliquer sur l'article, et il va lire juste le titre. Et nous, on a voulu offrir une solution qui s'inscrivait dans ces nouveaux modes de consommation de notre cible, les 20-35 ans, en leur permettant d'avoir le contenu qui les intéressait, au format qui les intéressait. Donc tous les matins, tu as un petit robot qui vient vers toi, donc ce robot c'est Fraîcheur, et qui te fait un résumé de l'actualité qui t'intéresse. D'accord, donc au niveau justement, pour parler du fonctionnement du chatbot, c'est quoi ? C'est moi aujourd'hui, si je veux du coup adhérer à ce chatbot, comment ça se passe ? Qu'est-ce que je dois faire pour y adhérer du coup ? Alors on a tout simplement un site web sur lequel tu peux te rendre, qui s'appelle fraîcheur.fr, donc F-R-E-S-H-R. Et on est super bien référencé sur Google, tu nous trouveras facilement. Mais en soi, un chatbot, c'est une page Facebook en fait. Tu sais, sur toutes les pages Facebook, tu as un onglet nous contacter ou message. Un chatbot, c'est tout simplement une page qui a automatisé cette section-là à travers les API de Facebook qui sont ouvertes, c'est-à-dire qu'on se connecte aux API de Facebook, on y branche notre code d'une certaine manière, et l'utilisateur, lorsqu'il va discuter avec la page de Fraîcheur, au lieu que ce soit un être humain qui lui réponde, ça va être notre robot qui lui répond automatiquement. D'accord, et est-ce que juste on peut, du coup, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas encore, c'est assez connu aujourd'hui, même les gens qui nous suivent sur le terme chatbot, mais du coup c'est quoi ? C'est pour bien du coup vulgariser, c'est comme un petit peu un robot, on peut considérer ça, ou comment toi tu pourrais définir du coup un chatbot ? Alors chatbot, si on prend le mot, il y a le terme chat et bot, chat pour conversation et bot pour robot en anglais. Donc le meilleur moyen de définir un chatbot, je dirais, c'est un robot conversationnel. C'est pas un robot physique qui va se trouver dans ton salon, c'est tout simplement un robot, dans le sens vraiment algorithmique du terme, avec lequel tu vas pouvoir échanger
et qui va te répondre de manière plus ou moins automatisée. Donc là, tout ça, c'est des enjeux dont on parlera peut-être de NLP, Natural Language Processing. Mais voilà, par définition, c'est un robot qui est capable de tenir une conversation. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, comment toi tu vois l'évolution de ce que vous êtes en train de faire sur Fraîcheur? Là, du coup, ça fait 8 mois, c'est ça? Comment vous voyez un petit peu cette évolution et quelles sont les prochaines étapes pour arriver aussi je dirais, à avoir beaucoup plus d'utilisateurs actifs sur votre chatbot? Si tu veux, nous, on n'a pas créé Fraîcheur en se disant qu'on était en train de créer un chatbot. Ça s'est fait, c'est anecdotique, je dirais, en fait, le fait que c'est un chatbot. Au départ, donc, on avait créé un truc par SMS. Donc, tu avais les utilisateurs, ils arrivaient, ils nous envoyaient un texto en disant moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique, les startups et le sport. Et nous, manuellement, derrière nos ordi, on leur envoyait chaque matin des condensés de l'actualité par ce format-là. Ce format a super bien pris, il y avait beaucoup d'utilisateurs qui s'inscrivaient, donc qui laissaient leur numéro sur notre site. Et en plus des utilisateurs qui restaient dans le temps, donc on s'est dit, les usages des gens qu'on cible aujourd'hui, ils sont plus sur Messenger que par SMS. C'est un canal qui est de plus en plus puissant, Messenger, parce qu'on est tout le temps connecté. Et que finalement, le SMS, je sais pas toi, mais moi, à titre personnel, je l'utilise quasiment que pour m'adresser à mes parents. Ouais. Avec mes amis, c'est les nouvelles apps type WhatsApp, Messenger. Tout à fait. Nous, on cible les 20-35, donc c'est l'app la plus adéquate pour ce segment-là. Et petit à petit, donc, en faisant évoluer notre produit, en écoutant nos utilisateurs, on s'est rendu compte des enjeux qu'il y avait dans ce marché-là des médias qui est super compliqué. Le marché des médias, on le sait, c'est de la baisse de croissance, c'est des revenus en baisse, c'est de moins en moins de trafic parce que tout est capté par les gros médias type Facebook, réseaux sociaux. Ouais. Et nous, on veut capitaliser sur ces enjeux-là pour créer un outil qui permette enfin aux jeunes qui ont un peu décroché l'actualité de rester accrochés à ça et puis de continuer à suivre les sujets qui les intéressent en profondeur sans être juste en surface avec des titres qui vont venir à toi de temps en temps. Donc ça passe aujourd'hui en effet par un chatbot qui a connu une belle croissance puisqu'en 8 mois on a dépassé les 60 000 utilisateurs. Mais demain ça passera aussi par une application dédiée, ça passera peut-être par d'autres canaux type WhatsApp, Slack pour les pros. L'idée c'est plus d'offrir le contenu aux utilisateurs qu'ils attendent, donc ce qui les intéresse, que ce soit de l'info startup, politique comme je te disais, mais aussi de trouver le bon canal, la bonne heure, le bon format pour s'adresser à eux et pour faire en sorte que finalement ça ne soit pas un effort pour eux d'aller s'informer. Parce qu'il y a des gros enjeux de concentration aujourd'hui, tu le vois, les jeunes, ils retiennent pas l'info, ils lisent du titre et comme on a des applications de partout, des mails, des notifs, on passe d'un sujet à l'autre. Nous, on veut prendre de front vraiment toutes ces problématiques-là, régler tous les problèmes, et c'est vraiment, je pense, le rôle d'un entrepreneur de manière générale, c'est de s'attaquer à des problématiques une par une, de craquer, comme on dit dans le milieu des startups, les enjeux, et ensuite d'offrir la bonne solution pour satisfaire l'utilisateur et répondre à son besoin, parfois même anticiper son besoin. Donc là, c'est des considérations un peu plus métaphysiques, mais l'idée, c'est vraiment d'offrir le meilleur canal d'information, et donc pour répondre à ta question, comment on voit Fraîcheur dans les années qui viennent, devenir vraiment dans le monde le premier canal d'information pour les jeunes, que ce soit en France mais aussi à l'étranger, avec du contenu qui s'adapte à chacun, que ce soit sur le format ou sur la typologie des articles qui sont traités. D'accord, bon mais cool. Est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement arriver à favoriser ce phénomène de croissance sur l'augmentation des utilisateurs pour Fraîcheur? Ouais. Au Si départ, tu peux. bien sûr. Si tu peux. Bien sûr, au départ, la croissance, elle est vraiment assez artificielle, je dirais. Enfin, c'est ce que j'ai appris de mes modestes expériences d'entrepreneuriat. C'est qu'au départ, tu vas avoir ton idée, tu vas le lancer sur le marché, tu vas avoir l'impression que tout le monde l'attendait, mais finalement, il faut communiquer dessus. Et là, tu vas d'abord aller chercher ton réseau de proches, tu vas faire des petits hacks pour aller toucher une audience un petit peu plus importante. Donc là, chaque business a des hacks qui lui sont propres et il faut le trouver au bon moment pour pouvoir diffuser ton audience. Mais une fois que tu as atteint cette première base un peu significative, je dirais, quand nous par exemple, ça a été peut-être quand on a dépassé les 3-4 000 utilisateurs, où tu te dis, bon, il y a des gens qui tous les matins lisent notre contenu, on est en train de répondre à un problème pour pas mal de gens finalement, ça paraît petit 3-4 000 personnes, mais tu te dis que tu mets ça dans le stade de ton village, ça fait du monde déjà. Ouais, c'est sûr. Donc là, voilà, l'idée, ça a été d'abord de faire des petits hacks pour vérifier l'idée, trouver une audience, analyser un petit peu cette audience si les gens restent. Et après, selon moi, ce qu'il faut faire, c'est capitaliser sur ce que tu as déjà réussi à acquérir.
Et donc ça veut dire, de la compréhension, vraiment contacter ces utilisateurs-là, parce que tu peux le faire quand tu as quelques milliers d'utilisateurs, d'autant plus avec un chatbot, tu peux lire tous les messages qui s'envoient, donc tu peux vraiment comprendre ton audience. Et deux, les solliciter, que ça soit de manière directe en disant aujourd'hui moi je suis un entrepreneur et j'ai besoin de toi utilisateur si tu aimes mon produit pour le propager, ça c'est un premier levier, mais ça va être aussi si tu veux que ton expérience s'améliore, j'en sais rien, par exemple je te parle de Tesla aujourd'hui et hier tu as parlé avec ton pote de Tesla, eh ben, je vais t'offrir la possibilité de partager cet article à ton pote, donc là j'améliore ton expérience parce que tu as ce besoin là de lui partager. T'as envie, et donc ça crée de la croissance organique, tu vas le partager à ton pote, et du coup ton pote qui va lire l'article sur Tesla que tu vas lui partager, il y aura le logo fraîcheur quelque part, et ça va être une source de trafic pour moi. Donc pour moi, les hacks c'est super, c'est un bon moyen de connaître un premier début de croissance pour vérifier ce qu'on appelle le product market fit, que ton idée elle a vraiment elle fait sens pour du monde. Mais une fois que tu as atteint ça, ça ne doit pas être ton levier principal selon moi, ça doit être un moyen de valider de nouvelles idées à la limite, ou de nouveaux marchés. Mais une fois que tu as atteint tout ça, il faut capitaliser sur ce que tu as réussi à acquérir pour rendre exponentiel ton produit. Et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à avoir une belle croissance de notre courbe d'utilisateurs, vraiment en travaillant sur le produit, sur l'expérience, et en capitalisant sur notre base d'utilisateurs. Ouais, sur vraiment aussi du coup être à l'écoute des gens qui utilisaient le chatbot, c'est ça? Tout à fait, ouais, ça c'est essentiel. D'accord. Et est-ce que tu pourrais aussi donner un conseil sur aussi aujourd'hui tout le monde sait que les chatbots c'est en train d'exploser, notamment sur Facebook, mais on peut aussi le mettre aussi sur des sites internet, sur tout ce qui est messagerie, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ouais. Quel premier conseil tu pourrais donner à une entreprise ou un entrepreneur qui voudrait aujourd'hui se lancer notamment dans la création d'un chatbot? Alors, premier point déjà, ce que je te dirais, c'est que un chatbot ça doit pas être une fin en soi, c'est un canal qui est génial, qui soulève plein d'opportunités. Pour nous ça a été génial, ne serait-ce que pour avoir un petit peu de relations presse, parce que c'est quelque chose qui est assez hype en ce moment. Donc ça doit pas être une finalité, mais si le marché te démontre que c'est d'un chatbot dont tes utilisateurs ont besoin, je pense qu'il y a des outils super simples aujourd'hui pour créer des bots, notamment celui qu'on a utilisé nous pendant assez longtemps qui s'appelle Chatfuel, CHATFUEL. Ouais. Super moyen de vérifier ton idée. Même avant ça, tu as l'étape d'avant, je dirais, c'est le SMS. Nous, finalement, pendant un mois, on a envoyé des SMS et c'était très bien pour vérifier que les gens restaient, parce que même si c'est un canal qui commence à devenir un petit peu désuet, il reste utilisé quand même par les utilisateurs. Ils ont toujours un numéro de téléphone et ils lisent leur SMS. Donc vraiment, et ça a été notre méthodologie pour tout ce qu'on a fait depuis qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, c'est de faire le produit le plus basique possible. Bon, ça commence à être un élément très utilisé dans l'entrepreneuriat, le MVP, Minimum Viable Product, mais j'y crois vraiment. Moi je trouve que c'est le modèle, en tout cas pour les startups qui ne commencent pas avec des énormes moyens, qui n'ont pas des énormes barrières à l'entrée pour vérifier une idée. Tu peux facilement vérifier ton idée, lancer ton truc, voir si ça marche, et après les évolutions elles viendront de tes utilisateurs, elles viendront pas de toi. Donc tu peux profiter d'un buzz, le mot chatbot par exemple, mais ça c'est éphémère. Si tu veux construire quelque chose de pérenne qui va t'aider à développer une boîte, si tu es super ambitieux, qui soit avec des millions d'utilisateurs, ça va pas suffire comme valeur ajoutée. La valeur ajoutée elle sera vraiment dans ta compréhension de l'utilisateur. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez identifié, je pense certainement, peut-être des freins aussi sur l'utilisation des chatbots, ou des limites qui pourraient peut-être arriver assez rapidement? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, dans l'UX, dans l'expérience utilisateur, tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a des limites de nombre de caractères dans les messages que tu vas envoyer, il y a des limites de forme. En termes de caractères, du coup, c'est quoi la limitation? C'est 640 caractères par message, du coup? Par message envoyé. Donc, bon, de toute façon, ça ferait pas beaucoup de sens d'envoyer des messages plus longs que ça, parce que ça commence à être des sacrés pavés. Mais mine de rien, tu vas avoir plusieurs contraintes de forme qui ne sont pas forcément dépassables, et que tant que tu restes dans ce cadre précis des chatbots, tu pourras pas dépasser. Donc, je pense que, encore une fois, c'est un canal qui est génial parce que ça va te permettre d'être en contact direct avec tes utilisateurs, et c'est sur ça qu'il faut capitaliser. Être conscient de tous les avantages qu'offre ce canal, être conscient des limites, donc comme je disais, des limites de forme, je pense qu'il y en a d'autres, ça dépend bien sûr
du business que tu veux lancer. Et puis, mine de rien, tu es dépendant de Facebook. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Quand tu es sur Messenger, en tout cas, et sur WhatsApp, s'ils ouvrent la plateforme de manière plus généralisée au chatbot. Mais il faut, voilà, encore une fois, c'est la même conclusion, il ne faut pas le voir comme une fin, il faut le voir comme un canal sympa qui peut s'adapter dans des usages. Nous, il y a une super opportunité sur la news parce que les usages font que c'est un bon endroit pour diffuser de l'information. Mais voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça et parfois ça peut être plus pertinent de développer sa propre app quand bien même on dit aujourd'hui que c'est la fin des apps. D'accord. Et est-ce que tu penses aussi que les chatbots, ça peut s'adapter pour on va dire, tout type d'entreprise ou tout type d'entrepreneur qui veut aussi s'en servir? Ou c'est quand même plutôt réservé à... Tu sais, souvent on fait la distinction entre B2C, B2B, par exemple sur la partie réseaux sociaux. Bah, c'est assez nouveau comme format, donc tout reste à démontrer. J'aime pas faire trop des prévisions sur l'avenir, mais nous, dans notre cas, ça s'est avéré super performant. Je sais que les fondateurs de Recast en parlent beaucoup. Le format du suivi client est super pertinent pour ça, parce que ça se fait de manière conversationnelle et ça pourrait être largement automatisé. Donc en effet, il y a plein de secteurs où il y a des belles perspectives et il ne faut pas se mettre de limites. Je pense que encore une fois, c'est le marché qui va t'amener sur le bon produit. Tu vas commencer par ce qui te semble être le plus basique mais aussi le plus pertinent et petit à petit, ça va t'amener, si tu fais bien les choses, si tu analyses. En fait, il faut coupler deux choses, je pense, c'est la data brute. T'en as peu au début, mais malgré tout, quand tu as 200 utilisateurs, voir ce que font tes 200 utilisateurs, c'est intéressant. Et après, tu as la data qualitative, c'est ce que tu vas pouvoir faire au début assez facilement et qui sera beaucoup plus dur à faire après parce que tu auras des enjeux de biais sur ton audience, des enjeux de taille de segments, enfin bref, plein d'enjeux qui feront que c'est plus compliqué de faire du retour quali, mais au début c'est facile. Et donc mêler ces deux choses, la data et le qualitatif, ça te permet très vite de vérifier que tu es sur le bon format. D'accord. Juste, on va faire un rappel sur Recast, parce que peut-être ça va pas parler à tous les... Vous, c'est justement ce que vous utilisez comme outil pour faire le chatbot? Ouais, alors Recast, c'est un super outil. C'est un outil en fait qui automatise toute la NLP des chatbots. Donc la NLP, Natural Language Processing, c'est un petit peu la partie sexy d'un chatbot, notamment dans la communication des médias, etc. C'est pas la partie qui est la plus avancée techniquement aujourd'hui, mais c'est ce qui consiste en fait à rendre possible l'interaction de texte entre le bot et l'humain. Parce qu'aujourd'hui, les chatbots, la plupart d'entre eux, en fait, et c'est le cas aussi de Fresheur, la plupart des interactions, elles se font par des boutons. Donc c'est des process qui sont finalement assez automatisés. Et ça, c'est une des grosses surprises qu'ont découvert un peu tous ceux qui sont intéressés à ce nouveau format-là. C'est qu'on pensait, ouais, c'est génial, les gens vont envoyer du texte. Et non, finalement, les gens, ce qu'ils veulent, c'est aller vite, des boutons, et le plus simple possible. Mais malgré ça, il y a un énorme enjeu sur le texte parce qu'il y a plein de cas particuliers, c'est pas trop le cas de Fresheur, bien que ça soit un petit peu le cas où le texte a beaucoup de pertinence. Et c'est là qu'intervient Recast. Eux, ils vont te permettre d'automatiser la compréhension du texte, donc vraiment du texte que va rentrer l'utilisateur comme s'il parlait vraiment et non pas des boutons, par ton chatbot. Donc ils ont une énorme base de données, ils enregistrent énormément d'interactions. Et ils associent une intention, donc une intention c'est par exemple j'ai faim, j'ai soif, à une réponse que tu lui auras prédéfinie. Et donc eux, leur boulot c'est de comprendre l'intention par leurs algorithmes. Et nous en effet on utilise la solution Recast pour automatiser ce qu'on appelle le small chat. Donc small chat c'est les conversations type comment tu t'appelles, comment tu vas, qui sont finalement les seules conversations qu'on a besoin d'automatiser dans Fresheur parce que comme je te disais c'est des boutons, c'est assez naturel et il n'y a pas besoin de demander à l'utilisateur de faire plus d'efforts que ça. D'accord, ok. Et est-ce qu'on peut parler aussi je pense que c'est un thème important, un peu le modèle économique aussi de Fresheur, où c'est que vous en êtes aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des perspectives, est-ce que vous savez où c'est que vous voulez aller? Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, notre objectif déjà, premier point important, on fait partie de ces startups dont l'objectif à court terme n'est pas de devenir rentable. Notre objectif là c'est de croître notre audience, de les garder, d'avoir une bonne rétention, d'avoir des utilisateurs satisfaits et comme je te disais d'arriver et de se rapprocher au maximum de notre vision qui est de devenir le principal canal d'information dans le monde. Et donc ça malgré tout pour atteindre ces objectifs là il faut démontrer que tu es capable de mettre en place un business model, un modèle de revenu stable
Et pour aussi vivre au quotidien, il faut générer un petit peu de revenus. Bien sûr. Donc, tu sais, les startups, ça fonctionne beaucoup sur le mode des levées de fonds, donc on compte sur ça pour atteindre cet objectif dans un premier temps, mais derrière, c'est pas pour autant qu'il faut pas avoir en tête le modèle économique. Donc aujourd'hui, notre modèle économique, il est basé sur de la publicité. C'est-à-dire que les marques qui aujourd'hui ont du mal à s'adresser à l'audience que nous on cible, les jeunes, on leur offre un canal supplémentaire pour faire l'acquisition, pour faire de la brand awareness, pour parler de leurs produits. Et donc une marque elle va venir nous voir et nous dire j'aimerais parler à des garçons qui s'intéressent à la tech, qui habitent à Paris, et nous on va segmenter notre audience, préparer un contenu sponsorisé, donc on spécifiera dans le bot que c'est un contenu sponsorisé et pas un article classique, et on le diffusera au milieu des articles de news qu'auront écrit nos rédacteurs dans la matinale de fraîcheur. Et donc ça, on me dit toujours, bon, la pub c'est bien joli, mais il faut des millions et des millions d'utilisateurs pour commencer à rentabiliser ça. Et certaines boîtes, même avec des millions d'utilisateurs, ont du mal à les rentabiliser. Mais nous, en fait, la particularité de notre cas, c'est que les performances de ces contenus-là sont exceptionnelles. On a 20 fois les taux des canaux classiques d'acquisition payante. Tout simplement parce que on va être capable d'offrir le bon contenu. Encore une fois, c'est valable pour les news qu'on envoie, mais c'est aussi valable pour les contenus sponsorisés à la bonne personne. Finalement, mine de rien, l'utilisateur a entretenu une relation avec le robot, et quand c'est le robot qui lui propose un bon plan, c'est pas comme si c'était une pub qui venait s'afficher et gâcher son expérience. C'est vraiment, on le voit comme je dirais un apport, un conseil. On va pas dire que ça enrichit l'expérience, ça serait quand même un peu hypocrite de dire ça, mais ça la rend pas non plus mauvaise. Ça s'inscrit bien dans le format, et je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui des gens que quand les outils sont bons, qu'ils sont gratuits, derrière il y a des business models, et les startups doivent être capables de se financer, ou en tout cas dans notre cas de démontrer la valeur du modèle de revenu, et c'est sur ça qu'on capitalise aujourd'hui. Ouais, c'est comme quand, je dirais, quand tu es aussi sur Facebook, tu aperçois que les pubs que tu as sponsorisées, souvent c'est aussi des contenus qui vont t'intéresser. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a eu un bon job aussi qui est fait de l'annonceur, donc c'est plutôt aussi, on parlait beaucoup d'expérience utilisateur, ça rentre aussi un peu là-dedans, donc moi je trouve que c'est plutôt bien joué de la part des annonceurs sur ça. Tu as parlé, je vais rebondir aussi sur tes propos, tu as parlé de performance. Comment on pourrait mesurer la performance d'un bot, par exemple sur Facebook Messenger, selon toi ? Tu parles d'outils ou de... Alors, performance, non, sur des indicateurs clés, type des KPI ou... Ça, c'est encore une fois, c'est propre, propre à chaque chatbot qui va être lancé, à chaque boîte a ses KPI. Pour moi, le seul KPI qui vaille, c'est combien tu peux générer de revenus à partir d'un utilisateur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reste une boîte, et que ça doit être ton objectif final, même si c'est à 5 ans. Ça arrivera plus tôt que ça, mais c'est d'être capable de créer de la valeur. Parce que si tu crées de la valeur, ça veut dire que ton produit, il est viable. Donc ça, c'est le premier point important. Mais derrière, au jour le jour, on analyse énormément d'autres données. Ça va être le temps passé par chaque utilisateur dans ton chatbot, ça va être le nombre de messages qu'il va échanger, le nombre d'utilisateurs bien sûr que tu as dans la base, la rétention, ça c'est un truc clé. Si tu as de la rétention, ça veut dire que tu as des utilisateurs. Donc la rétention, c'est un utilisateur que j'ai acquis le jour J, est-ce qu'il est toujours là au jour J+1, J+2 et J+N. Et si tu as des utilisateurs qui restent dans le temps, ça veut dire qui sont satisfaits, donc ton produit, tu es sûrement sur la bonne voie, et 2, qu'il y a de fortes chances, en tout cas les chances qu'il en parle autour de lui augmentent de jour en jour. S'il n'a pas fait le jour 1, il le fera peut-être le jour 2, et ainsi de suite. Et plus cette rétention est bonne, plus ta croissance organique, donc naturelle, qui amènera des nouveaux utilisateurs sans avoir à faire d'efforts payants, sera importante. Donc selon moi, et c'est le cas de la plupart des apps B2C, et peut-être même B2B, être capable de mesurer ta rétention et d'en avoir une bonne, c'est ça qui fait la différence. Et je pense que c'est l'une des forces de fraîcheur d'avoir une rétention qui est 3-4 fois supérieure aux apps de news traditionnelles. D'accord. Et est-ce que vous avez aussi mis en place des techniques ou stratégies pour augmenter aussi un peu la viralité ? Je pense à des exemples type, par exemple, tu vois, c'est Uber,
quand tu fais ton inscription, si tu es recommandé par un ami, tu vois, as une réduction sur la première course, ou des systèmes de je partage le bot et je bénéficie je sais pas, de l'avantage sur certaines choses. Est-ce que ça, c'est des choses que vous faites ou pas du tout? Comme je te disais, je pense que selon moi, en tout cas, il faut capitaliser sur la base d'utilisateurs que tu as réussi à créer. Et donc, en effet, notre rôle, c'est d'être capable d'optimiser ces niveaux de partage-là pour pousser la croissance organique avant tout. Donc, en effet, toutes ces optimisations d'UX et aussi de contenu, on les fait, entre autres, pour générer de la viralité. Ok, super. Question un peu plus aussi personnelle sur toi, ce que tu fais au quotidien. C'est quoi ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins du coup, au quotidien chez Fraîcheur? Question difficile, mais c'est super important parce que en effet, ça je l'ai appris par mes, encore une fois, jeunes et modestes expériences d'entrepreneur. Oui. C'est que si tu veux être bon dans ton job et avoir des belles perspectives pour ta boîte, il faut apprendre au quotidien. C'est-à-dire, à la fin de la semaine, tu te dis en quoi je suis meilleur qu'au début de la semaine. Et ça passe aussi par apprendre à se connaître. Et c'est pour ça que j'y réfléchis souvent. Où est-ce que je suis bon, où est-ce que je m'éclate, où est-ce que je suis moins bon et où est-ce que je devrais m'améliorer. Et donc là, si à titre personnel, donc moi, il y a plein de choses que j'adore faire. La première et le truc le plus significatif, c'est vraiment de cette sensation un peu d'être un explorateur, où tu vas découvrir des problèmes, vraiment, tu vas entrer dans des détails que personne n'a regardé avant toi, que tu es le premier à regarder parce que c'est vraiment très précis. À nous, ça va être, je sais pas, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais ça va être, est-ce qu'un utilisateur sur Messenger qui lit de la news, il préfère avoir 550 ou 542 caractères. Voilà, d'être dans des trucs très précis, et après aussi de prendre du recul et d'avoir une vision sur le marché. Pourquoi aujourd'hui les jeunes ils consomment moins d'infos, pourquoi les médias ont du mal aujourd'hui à s'en sortir. Toutes ces... de rentrer par des problématiques très précises qui n'intéressent que toi et tes associés, et de prendre un peu de recul et d'essayer de voir comment, mises bout à bout, ces problématiques-là, elles vont créer un produit qui va révolutionner la vie des gens et qui va vraiment croître exponentiellement et aussi changer vraiment le quotidien de tes utilisateurs. Et donc là, il y a encore du travail pour nous pour y arriver. On a une belle base d'utilisateurs, mais le monde reste grand à conquérir encore. Et c'est pour ça qu'on travaille énormément sur ça, sur la data, sur la compréhension de l'utilisateur. Et donc ce que je te dirais, ce que j'aime moins, qu'est-ce qui peut être plus difficile, ça va être par exemple le fait d'être tellement dans ton truc que seul toi peux comprendre, que tu as tendance aussi à t'enfermer dans ton univers finalement, l'univers des startups, l'univers de l'entrepreneuriat, et même à l'échelle petite du coup l'univers de Fraîcheur. C'est notre boîte, on a des croyances, on a des modes de pensée qui font qu'on répète des automatismes, et j'essaie de m'en sortir le plus possible, mais on a la tête dans le guidon, quoi. Vraiment, l'expression est bonne. Au quotidien, on se lève, on prend notre vélo, on met la tête dans le guidon et puis on passe notre journée dedans. Donc c'est un métier qui est particulier, où tu vas pas avoir l'occasion forcément de prendre beaucoup de recul, et j'essaie de le faire de plus en plus. Ok, bon, c'est des bonnes, c'est vrai que souvent c'est des bonnes questions et les réponses sont assez atypiques, ça dépend aussi du vécu de la personne, donc c'est super. Est-ce qu'on arrive sur les dernières questions? Est-ce que tu aurais du coup tu te considères comme un peu explorateur, et je trouve que c'est super d'avoir aussi cet état d'esprit par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais partager soit des ressources, même des lectures sur, ça peut être sur ce que tu fais toi, sur le digital, ou même sur tout ce qui est développement personnel, si tu as des choses que tu pourrais partager avec les gens qui nous écoutent? Alors ouais, à titre personnel, je suis un grand fan de toutes les conférences qui se font. Ouais. C'est pas quelque chose qui va m'aider au quotidien, je pense, pour être plus puissant dans Fraîcheur. C'est vraiment un truc qui te permet comme je te disais, d'essayer de prendre ce recul. Ça, je l'ai réalisé il y a pas longtemps, et donc ça va être des conférences
de personnes comme Jules Ferry, des scientifiques comme Étienne Klein. D'accord. Moi, j'adore ça et j'encourage beaucoup mon entourage à le faire pour prendre un petit peu de recul. Mais un autre élément qui est très très puissant, et je le vois, c'est de parler avec des personnes qui ont réussi à créer des choses significatives, pas forcément dans ton domaine, on s'en fout que ce soit des personnes qui bossent dans les médias, un chatbot, ou ces gens-là, mais c'est des gens qui... On a tous, je pense, ce dénominateur commun d'explorateurs quand on veut créer quelque chose qui change un peu la vie des gens. Et on connaît aussi les mêmes difficultés, je pense que celle de la tête dans le guidon dont je te parlais, je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Et donc, sur les 8 mois où on a lancé Fraîcheur, toutes les expériences les plus enrichissantes que j'ai connues, elles venaient de rencontres avec d'autres entrepreneurs qui avaient réussi à franchir des étapes supérieures à nous, qui avaient fait des levées de fonds, qui avaient géré des équipes et qui étaient passés par des stades très difficiles aussi, des conflits, et qui savaient... En fait, voilà, ce que j'aime bien avec ces personnes-là, c'est qu'elles ne vont pas te donner des conseils sur comment faire toi, elles vont te donner leur vécu à elles et ça sera à toi de l'interpréter. Donc, faut pas en abuser parce que aussi quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as l'impression de bosser, tu prends des cafés à droite à gauche et très vite tu as l'impression de devenir quelqu'un d'important et ça c'est le gros piège, il faut pas en abuser, il faut rester, comme on dit, focalisé donc sur ton business, sur tes objectifs et sur ta vision, mais s'enrichir de l'expérience des autres. Et après des outils, on utilise les outils classiques de productivité, rien de révolutionnaire, Trello donc pour organiser les tâches, beaucoup de papier finalement pour essayer de mettre en forme notre vision et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et aussi, ça c'est une idée qu'a eu Juan, qui est dans la team il n'y a pas longtemps, de mettre sur papier nos aventures un peu, parce que franchement on est une bande de potes, c'est un peu galvaudé de dire ça mais c'est le cas, et du coup on vit des choses exceptionnelles, des trucs marrants, des anecdotes, et de garder tout ça, de garder une trace de tout ça, parce que c'est génial, parce qu'on n'oublie pas que nous on a fait un choix particulier, peut-être un peu risqué de ne pas rejoindre des entreprises classiques qui rémunèrent bien et où tout reste à prouver, etc. Donc il faut aussi profiter des avantages de cette situation particulière, qui est notamment d'avoir des expériences de vie formidables, de rencontrer des gens exceptionnels, et mettre ça sur papier, vraiment avec du texte, des photos, d'enrichir un espèce d'album de vie partagé. Je trouve que c'est une bonne idée qu'il a eue et j'espère qu'on va bien l'entretenir. D'accord, mais en plus ça c'est... Tu disais la différence justement entre le fait qu'on aurait pu choisir des entreprises et avoir peut-être gagné beaucoup plus, tout ça. Après c'est peut-être aussi un choix un petit peu de vie, hein, sur ce côté aussi, j'explore, je tente des choses. Si ça marche pas, je pourrais toujours progresser sur le coup d'après. Ouais. Donc c'est toujours, moi c'est la même chose, hein. On est toujours en train de faire des choses nouvelles, de tester des choses et on apprend à chaque fois de ses erreurs. Donc je pense que c'est une bonne... c'est vraiment une très bonne... c'est vachement bien, hein, d'avoir ça comme état d'esprit. Je pense qu'il faut se donner des objectifs à plein d'horizons, c'est-à-dire tu as ton objectif à un jour, un objectif à une semaine, un objectif à 3 mois, et tu peux même écrire un objectif, je pense, à 3 ans, et après il bougera, quoi. Enfin, c'est pas grave si ton objectif change entre le jour où tu l'as défini et le moment où tu arrives à la fin de cet objectif. Ok, bon c'est vraiment super enrichissant. Où est-ce qu'on peut du coup te contacter si besoin, et pour retrouver aussi le bot, je pense qu'en tapant Fraîcheur on va trouver, mais par exemple si on est intéressé par ce que vous proposez, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous pouvez me retrouver donc du coup par mail, romain@fraîcheur.fr. Vous pouvez contacter la team aussi, toute la team si vous avez des questions, donc Dylan@fraîcheur.fr, Julien@fraîcheur.fr et Juan@fraîcheur.fr. Bon, super, merci Romain de nous avoir reçus, et je te souhaite une bonne continuation, et on se verra du coup sur Messenger. Merci à toi Julien. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal Et Julien Dubouré, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.